Donc maintenant, je vais parler de toute autre chose, d'une expérience qui est la mienne depuis le départ de la Cour. C'est précisément ce comité consultatif sur les droits de l'homme, consultatif, disons, institué en 2006 au sein de la mission des Nations Unies au Kosovo, la MINUC. Alors, est-ce que c'est du software? Là, je dirais, c'est vous qui allez après ça en tirer les leçons, ou en tout cas les analyses, que je suis tout à fait incapable de faire pour le moment. J'étais juste très contente que vous m'invitiez à parler de ce panel, parce que c'est vraiment la belle inconnue. Personne ne la connaît, ou tellement peu, et pourtant, il y a vraiment quelque chose là qui se met en place. Donc voilà, je vais vous parler de ça. Je vais vous parler de ça, et vous verrez dans quelle mesure ça s'inscrit dans la préoccupation, la problématique du colloque. Alors, pour faire bref, pour moi, quel est un peu l'enjeu de ce panel, ce comité, je ne sais pas comment traduire... cette expression anglaise, c'est Human Rights Advisory Panel. Alors, on traduit ça par comité consultatif ou panel consultatif des droits de l'homme. Pardonnez-moi, je ne parle pas assez dans le micro. Bon, l'enjeu de toute cette affaire, c'est au fond la responsabilité ou la responsabilisation des organisations internationales. C'est ça qui est l'enjeu derrière ce comité consultatif et plus précisément des Nations Unies. Alors on le sait bien sûr, les organisations internationales, les Nations Unies doivent agir dans le respect des droits humains internationalement reconnus et toutes les missions des Nations Unies d'ailleurs incluent toujours dans leur mandat la clause de protection des droits humains. Mais la réalité est évidemment, et nous le savons maintenant de plus en plus, tout à fait différentes. Les missions des organisations internationales et des Nations Unies, elles s'accroissent, mission d'administration territoriale, et c'est ça la question au Kosovo, mission de maintien de la paix, gestion des camps de réfugiés, et avec l'accroissement de ces missions, évidemment, il y a le risque potentiel de violation des droits humains, détention arbitraire, atteinte à la liberté d'expression, ingérence dans le pouvoir judiciaire. Et le problème, évidemment, la question que les internationalistes connaissent bien, moi je ne suis pas internationaliste, je préfère le dire immédiatement, je viens du droit pénal et de la Cour des droits de l'homme. Mais la question ici qui se pose, c'est évidemment l'absence d'accountability, d'imputabilité, traduisons-le comme ça, et de responsabilité pour ces actes. Et par rapport à ça, ce panel consultatif des droits de l'homme institué au sein de la MINUC en 2006, c'est un mécanisme pionnier. C'est un mécanisme pionnier et je pense jusqu'à présent unique en ce qui concerne l'imputabilité et la responsabilité des opérations menées ici en l'espèce par les Nations Unies au Kosovo au lendemain du conflit. Et Pierre Klein de l'ULB qui a écrit un article là-dessus parce qu'il y a très peu de doctrine sur ce fameux panel. Donc j'espère qu'il y en aura plus après mon intervention. Comme Pierre Klein dit, les activités du panel sont déployées dans une grande discrétion, et c'est vrai, alors que son établissement constitue un développement sans précédent dans le cadre des activités de l'ONU. Alors dans mon petit quart d'heure, je vais d'abord rapidement vous dire le contexte, et puis d'autre part vers comment effectivement ce panel un jour s'est constitué, parce qu'il y a évidemment toute une série de leçons à retenir, les textes fondateurs, l'action du panel, et puis quel est l'héritage, parce que le panel se terminera dans quelques mois. Le contexte, c'est 10 juin 1999, Conseil de sécurité des Nations Unies, la fameuse résolution 1244. Cette fameuse résolution 1244 qui décide le déploiement d'une présence internationale, militaire et civile au Kosovo, la KFOR, je ne vais pas en parler parce qu'elle n'est pas du tout dans la juridiction de notre panel, et la MINUC, c'est-à-dire la mission internationale des Nations Unies au Kosovo, et c'est celle-là qui nous concerne. Donc les Nations Unies sont chargées d'administration intérimaire du Kosovo, et elles sont investies de pleins pouvoirs législatifs, exécutifs, judiciaires, en ce compris l'administration de la justice. Et ces pouvoirs sont exercés par le représentant du secrétaire général. Alors, comme dans toutes les missions des Nations Unies, ça je l'ai dit tout à l'heure, cette fameuse résolution 1244 dispose que la MINUC, dans toutes ses opérations et activités, doit promouvoir et protéger les droits de l'homme conformément aux standards internationalement reconnus. Clause de style, mais qui, ici, en l'espèce, va évidemment avoir une réalité. Lendemain de la résolution de 1244, beaucoup de Kosovars albanais ont fui le pays, ils avaient été expulsés et ils reviennent. Et au lendemain de cette résolution, donc on est à la fin du conflit, puisque effectivement, après le bombardement par les Nations Unies, par l'OTAN, ce Conseil de sécurité, sa résolution a mis fin au conflit, mais pas du tout, n'a certainement pas mis fin aux exactions. Donc tous les membres de la communauté albanaise non albanaise reviennent, principalement les Serbes, les Roms, les musulmans slaves, les Kosovars albanais qui étaient suspectés de collaboration avec les autorités serbes, et puis c'est
à ce moment-là des attaques extrêmement violentes. Il y a une opposition, il y a une guerre, entre guillemets, larvée, une guerre non pas au sens officiel de la guerre, mais il y a des groupes armés albanais qui procèdent alors à des violences dont on n'a pas idée et qui se trouvent quand même pas si longtemps que ça fait une quinzaine d'années, enlèvements, disparitions, meurtres systématiques, détentions arbitraires, violences notamment sexuelles, tabassage, harcèlement. Près de 15 000 personnes sont mortes après, après, je dirais, ce que nous, on disait, ben voilà, la paix est introduite. Pas du tout, au contraire, c'est à ce moment-là que les choses vont se situer. Deuxième point, vers la création de ce panel consultatif sur les droits humains. La MINUC, je viens de le dire, a les mêmes pouvoirs qu'un État. A les mêmes pouvoirs qu'un État, même si on appelle ça un surrogate state, donc un substitut d'État. C'est un substitut d'État, mais, et là, dès le départ, il y a une difficulté vraiment structurelle, c'est qu'ils n'ont pas la même perception des principes démocratiques, de la séparation des pouvoirs, de cet équilibre de check and balance que nous connaissons bien. Et donc, ce substitut d'État qui se met en place par le représentant du secrétaire général, par cet état de substitut, on voit immédiatement des tensions qui se mettent en place par rapport aux exigences de sécurité et aux exigences des droits fondamentaux. Et on voit alors, et de plus en plus, et la presse et toute une série d'organes nationaux et internationaux ont montré des allégations d'atteinte aux droits de l'homme qui se sont révélées très rapidement, se sont multipliées tout au long de l'exercice du mandat des Nations Unies sur le Kosovo. Donc, situation préoccupante. 2003, il y a même eu des situations alors de grande violence. Et on voit bien que les Nations Unies, et notamment le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, dit ceci, UNMIC has failed, indeed the failure is so profound that it put at risk the transition as a whole. Et donc, les Nations Unies sont préoccupées que la situation est à ce point tendue au Kosovo que ça met en péril vraiment l'idée même de la transition qui devait être faite. 2004, parce que la chronologie avance vite, 2004, des violences explosent à Pristina et au Kosovo de manière extrêmement forte. Des centaines de maisons qui appartiennent aux Kosovars serbes sont brûlées, des églises, des monastères, un exode évidemment des Kosovars serbes qui reprend alors de plus belle, et les Nations Unies étaient complètement non préparées à cette explosion de violence. Elle était complètement non préparée et d'une certaine manière, il faut bien retenir 17 mars 2004 parce que ça va jouer un rôle dans notre... Alors, quelle est la situation là qui se pose? Eh bien, la situation qui se pose et qui tout d'un coup apparaissait très clairement aux yeux de tous, on se trouve là au milieu de l'Europe, on se trouve au cœur de l'Europe et c'est une situation, un espace de non-droit. C'est un espace de non-droit, il y a tout d'un coup une lacune là au sein de l'Europe, dans la mesure où les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme ne s'y appliquent pas, bien entendu, puisque le Kosovo n'en fait pas partie, alors que tous les États environnants en font partie. La Croatie, la Slovénie, la République de Macédoine sont partis à la Convention européenne des droits de l'homme. La Bosnie-Herzégovine deviendra partie en 2002, mais en ce qui concerne le Kosovo, eh bien, il n'y a rien. C'est une zone de non-droit. C'est une zone de non-droit et une lacune dans la protection. Et cet élément est important dans la mise en place du panel. Alors évidemment, critique majeure qui commence à se déployer dans toutes les instances quant à l'absence de responsabilité des Nations Unies dans ces violations des droits fondamentaux et qui vient des ONG, d'Amnesty International, et puis le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, alors, s'est préoccupé de ces questions-là, et notamment la Commission de Venise. Et la Commission de Venise a joué, à la demande de l'Assemblée parlementaire, un rôle tout à fait important. Elle a développé un rapport sur la situation des droits de l'homme au Kosovo en octobre 2004 et soulevé alors un nombre très, très important de problèmes concernant les droits fondamentaux, absence de sécurité pour les communautés non albanaises, absence de liberté de mouvement pour ces communautés et pour les Kosovars albanais dans la partie nord du pays qui est contrôlée par les Serbes, pas de protection des droits de propriété, absence d'investigation, et ça retenez parce que c'est ça que le panel va alors surtout examiner, absence d'investigation concernant les enlèvements et des crimes graves, pas d'équité dans les procédures judiciaires, longueur de celles-ci, difficulté d'accès aux tribunaux, etc., etc. Donc un tableau noir et des préoccupations qui vont jusqu'au cœur du Conseil de l'Europe et que la Commission de Venise montre bien. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Et de nouveau, ça c'est intéressant à voir, il y avait évidemment différentes options. Certains disent qu'il faudra étendre au Kosovo la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme. Pourquoi pas? Ça c'était une option.
Autre option était de dire non, il faudrait, et c'est ce que la Commission de Venise a suggéré, une instance moins judiciarisée, à savoir un comité consultatif indépendant institué au sein de la MINUC et qui alors examinerait la compatibilité des actions de la MINUC avec les standards du droit humain fondamentaux. Et l'idée, c'était que ainsi, la mission des Nations Unies ne pouvait pas se soustraire ou n'entendait pas se soustraire à un contrôle d'experts indépendants et ça lui permettait peut-être de mieux s'approprier les décisions du panel, les constats de violation. Ça, c'était l'idée. Cette double idée est quand même intéressante à soulever. Elle pourrait mieux s'approprier et ça manifestait presque symboliquement le fait qu'on ne voulait pas s'en soustraire. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe endosse la Commission de Venise et propose effectivement ça, un comité d'experts indépendants nommé par le président de la Cour européenne des droits de l'homme. Moi, si vous voulez demander qu'est-ce que j'ai été faire là, c'est parce que quand j'ai quitté la Cour en 2012, le président de la Cour m'a demandé si je voulais bien qu'il mette mon nom pour participer à ce panel, parce que les membres du comité sont proposés par le président de la Cour européenne des droits de l'homme. Évidemment, vous imaginez bien que ce genre de proposition allait susciter des résistances. Et alors là, c'est vraiment intéressant de voir les résistances qui sont venues, mais fortes de manière extraordinaire. Résistance à cette idée qui est venue du sein, évidemment, des Nations Unies, de la MINUC elle-même, résistance quant au principe d'un contrôle, quant à ses modalités. Alors de nouveau, c'est la question, qu'est-ce qu'on va faire? Quelle option? Étendre la juridiction de la Cour? Pas question. Établir une Cour des droits de l'homme au Kosovo, comme la Chambre établit plutôt en Bosnie-Herzégovine. Pourquoi pas? Pourquoi pas établir une chambre particulière des droits de l'homme? Les Nations Unies n'en veulent pas, et dès lors, elles se rabattent, les Nations Unies se rabattent sur ce comité consultatif qui n'aurait pas le pouvoir de prendre des décisions contraignantes. Et donc, c'est cette option minimale qui a été acceptée, qui évidemment va depuis le début, je dirais, constituer une limitation très fondamentale de l'action du comité avant même son installation. L'OSCE a critiqué ça, tout le monde a critiqué cette affaire-là en disant, à partir du moment où c'est vraiment cette option minimale, un comité consultatif qui n'a pas le pouvoir de prendre des décisions contraignantes, eh bien, c'est rendre le système ineffectif avant même qu'il ne soit mis en place. Bien. Alors, les textes fondateurs, c'est d'abord un règlement en 2006, 23 mars 2006, qui porte création du Comité consultatif des droits de l'homme. Je pointe 3 éléments dans cette affaire. Le premier est peut-être pour moi intellectuellement le plus important, c'est que le règlement investit la juridiction du panel, investit ce panel d'examiner, de contrôler un très large éventail de droits humains. Et ça, c'est vraiment dans ce texte de 2006, on dit qu'on doit examiner dans les situations concrètes aussi bien la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme, les pactes sur les droits civils et politiques et les droits économiques et sociaux des Nations unies, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, vous allez voir qu'on va l'employer plus tard, même si les Nations unies sont assez furieuses, la Convention contre la torture et les traitements inhumains et dégradants des Nations unies, la Convention sur les droits de l'enfant. Et donc ce champ d'application est vraiment pour moi extrêmement significatif. Là, tout d'un coup, on se demande par quel miracle cette disposition est arrivée. Non, on est prié d'examiner l'ensemble de ces textes internationaux en les mettant d'une certaine manière sur le même pied. Deuxième élément, la compétence de ce panel. 23 avril 2005, les Nations unies ne veulent surtout pas que l'on examine les fameuses l'explosion de violence de 2004. Donc évidemment, on gratte un peu dans les textes pour éviter que l'on examine des questions qui étaient évidemment catastrophiques. Donc 23 avril 2005, alors évidemment, là aussi, beaucoup de personnes ont critiqué en disant c'est aussi pour rendre le panel le moins efficace possible. Donc 23 avril 2005 jusqu'au 9 décembre 2008. Pourquoi? Parce qu'en 2008, tout est parti à l'Union européenne. À partir de 2008, pour des questions politiques dans lesquelles je n'entre évidemment pas, la responsabilité des Nations unies en ce qui concerne la justice et la police au Kosovo est transférée à l'Union européenne, et c'est le fameux EULEX dont on a entendu parler ces derniers temps, parce que c'est une situation rudement problématique. Troisième élément dans ce règlement, pour les violations des droits de l'homme, que doit faire le panel? Des recommandations.
des recommandations, pas plus que ça, des recommandations. Donc le règlement insiste sur le caractère consultatif du panel, l'absence de pouvoir de décision dans son chef. Qui va décider ce que l'on fait avec ces recommandations? C'est le représentant du secrétaire général. Le fameux SRSJ, c'est lui qui aura l'autorité de décider ce qu'il va faire avec nos recommandations. Et je vous dis de suite qu'il n'en fera rien. Et donc ça, c'est évidemment une immense difficulté du panel sur lequel maintenant il faut pouvoir réagir. Voilà, je dirais, pour ce règlement qui met en place le panel. Bon, alors le panel va faire un règlement de procédure et là on voit bien qu'il y a des tensions entre les Nations Unies et le panel. Le panel veut d'une certaine manière donner une nature quasi juridictionnelle à cette fonction et là-dessus il y aura évidemment des conflits. Il y aura des conflits qui vont faire qu'accroître et s'embellir avec les Nations Unies et les Nations Unies vont alors, enfin la MINUC et les Nations Unies vont prononcer ou disposer d'une direction administrative en 2009. Donc, le règlement en 2006, et puis une direction, je ne sais pas comment il faut dire, administrative direction. Comme tout est en anglais, moi, je ne sais presque plus traduire ça maintenant. Comment est-ce qu'on dit une directive administrative, voilà. Une directive administrative en 2009. Et là, alors, cette directive administrative, c'est évidemment un resserrement extrêmement important de l'action du panel. Tout d'abord, et je pointe uniquement deux éléments. Le premier élément, et ça, évidemment, pour quelqu'un qui vient de la Cour des droits de l'homme, c'est une hérésie absolue. Ils disent que les questions de recevabilité, on peut les examiner à tous les stades de la procédure. Donc, on examine la recevabilité, on dit oui, non, eh bien, peu importe ce que le panel dit, de toute façon, jusqu'à la fin, le SRSJ pourra revenir et dire non, là, il y a une objection de recevabilité et il faut tout recommencer. Donc ça, c'est évidemment une disposition, une hérétique, je ne peux pas dire autre chose. Ça, c'est vraiment une disposition hérétique, mais qui a évidemment empêché le panel d'avancer de manière importante. Deuxième précision dans cette directive administrative, il faut arrêter, là, on ne peut plus recevoir des plaintes après le 31 mars 2010. Tout d'un coup, pof, une cut-off date. 31 mars 2010, c'est fini, ça doit s'arrêter, parce que l'idée était un peu que tout compte fait, tout ça va disparaître, et dès lors, alors ça aussi aujourd'hui c'est très critiqué. Bon, quelle est l'action de ce panel? Alors qu'est-ce qu'il a pu faire dans ce contexte-là? Vous imaginez bien. D'abord, ce qui est intéressant, parce que dans le panel maintenant on est 3, donc c'est vraiment une toute petite mini-chose, un tout petit le panel, hein, c'est pas la Cour des droits de l'homme, Sébastien, c'est tout petit, on siège dans un container, donc ça n'a rien à voir avec la Cour. On est 3, il y a Marek Nowitzki, Christine Chinking, qui est professeure de droit international à la London School of Economics, et puis voilà moi-même. Et alors elle dit, et ça je trouve qu'elle a raison, on voit très bien comment on voit à travers les requêtes qui arrivent vraiment une image vivante et conséquences en termes de droits de l'homme, des conflits qui sont fondés sur des divisions ethniques, et ces conflits fondés sur des divisions ethniques sont aussi couplés avec cette transition du régime socialiste. Et ça, c'est vraiment la nature des requêtes que l'on reçoit. Alors, les requêtes, on ne parle pas des requérants, ici on parle des plaignants. Ils ne disent pas qu'ils ont fait l'objet de mauvais traitements de la part des Nations Unies, c'est pas ça. Ils soutiennent que les Nations Unies, la MINUC en l'espèce, a manqué à son obligation de protection. Alors, je ne vais pas évoquer toutes les affaires que la Cour a faites, que le panel a fait. Je vais juste me focaliser sur les personnes disparues. Parce que quand je suis arrivée en 2012, c'était ça le contentieux. Les personnes disparues, les personnes qui avaient fait l'objet d'enlèvement, qui avaient disparu, qui avaient fait l'objet de meurtre. Et cette situation-là, d'abord, elle est humainement et tragique, véritablement tragique. On ne se rend pas compte que 15 années avant, à 800 km de chez nous, ce sont des situations d'une violence extrême, absolument extrême. Et donc, ce sont ces affaires-là qui sont arrivées. Et au fond, de quoi les plaignants se plaignent-ils? Les plaignants ne se plaignent évidemment pas que la MINUC elle-même a procédé à ces enlèvements, à ces disparitions. Non, elle dit simplement que les Nations Unies n'ont manqué à leur obligation procédurale au regard du droit à la vie et éventuellement de l'interdit des tortures et des traitements inhumains dégradants. Donc, ce qui est reproché aux Nations Unies, c'est la violation procédurale du droit à la vie, c'est-à-dire l'absence d'enquête. L'absence d'enquête, tous ces gens qui avaient été enlevés allaient se plaindre, évidemment. Où devait-il se plaindre? Aux Nations Unies, au Comité de la Croix-Rouge, enfin à toute une série d'organes, mais aussi à la MINUC. Et à partir de là, la plainte, et toutes les plaintes vont dans le même sens, c'est effectivement l'absence d'enquête effective dans ces situations. Absence d'enquête effective au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui indique ce que ça veut dire, une enquête effective au regard de l'article 2 de la Convention. Donc c'est ça essentiellement le contentieux. C'est des violations procédurales du droit à la vie et éventuellement de l'article 3, mais ça je viendrai dans un moment.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va employer comme instrument? Et là, évidemment, on croise la question du soft law. Vous avez vu, on peut utiliser tous ces instruments, universels et régionaux, parce que ça fait partie du texte de 2006. Alors, première question, on n'a pas voulu, en tout cas à partir de 2012 pour les missing persons, on s'est dit on ne va pas nécessairement tout focaliser sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. On ne peut pas tout focaliser sur la jurisprudence de la Cour, même si elle prend une place immense, mais dans la mesure où on est compétent pour travailler avec toute une série d'autres traités ou textes fondamentaux des Nations Unies, on va tâcher d'y faire référence le plus possible, et notamment à des dispositions ou des textes des rapporteurs spéciaux, notamment aussi à des communications, des observations générales du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Et ça, c'est un point qu'on a fait, et de plus en plus, parce qu'il faut éviter une approche trop européano-centrée du traitement de ces violations. Donc là, on a commencé, on a travaillé en parallèle, à la fois avec le plus de ces instruments plus généraux, mais en majeure partie, disons-le aussi, avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Avec cette idée que c'est pas mal que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme s'intègre un peu dans les instruments universels de protection des droits de l'homme. Donc, on a utilisé les deux, et peut-être certainement plus la Cour que les autres instruments, mais intellectuellement, et vous verrez maintenant dans les dernières affaires, on le fait alors de manière encore beaucoup plus forte. Comme évidemment, on est plus libre quant aux instruments, on a employé bien sûr la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, mais étant plus libre de notre petit container et pas dans le Palais des droits de l'homme à Strasbourg, d'aller plus loin. On a alors tenté d'aller plus loin. On s'est dit, mais non, on doit aller plus loin, on doit ouvrir les frontières, parce que nous ne sommes pas la Cour européenne des droits de l'homme et que donc c'est l'occasion, peut-être sur certains points, d'aller plus loin. Et sur quel point? Eh bien, un premier point, j'avoue humblement, qui m'a été directement inspiré par un article d'Emmanuel Decaux. Par un article d'Emmanuel Decaux, oh, il est sur mon pupitre là-bas, donc je ne l'ai pas pris avec moi. C'est un article, Emmanuel, que tu as écrit il y a quelques années dans Des Mélanges. Mais je l'ai là, peut-être que Marc-Nève peut le trouver, quoi, je voulais le prendre. Dans lequel tu critiques à juste titre le fait que la Cour européenne des droits de l'homme, s'agissant des disparitions, au fond est très réticente à entrer... Oh, tu l'as, c'est trop gentil. Voilà, merci mille fois. Eh bien, c'est cet article que tu as dit, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et les disparitions forcées, dans les mélanges Vincent Berger. Voilà, c'est dans les mélanges Vincent Berger. Et là, tu montres bien, et ça montre quand même combien parfois les juges sont super attentifs à la doctrine. Et là, tu montres combien la Cour européenne des droits de l'homme est vraiment réticente ou ne va pas loin en ce qui concerne l'article 3. Ne va pas loin en ce qui concerne l'article 3, eh bien ça a été alors quelque chose qui a marqué les esprits dans notre petit comité. Et on s'est dit, on est beaucoup plus libre, donc maintenant voyons si on peut appliquer l'article 3 de la Convention à la minute, effectivement, que les familles qui voient leurs personnes, leurs familiers, leurs relatifs, leurs amis, etc. Oh oui, j'ai presque fini. Souffrir de ces disparitions. Alors on va dire évidemment... L'article 3, ce n'est pas la souffrance liée aux disparitions ou aux enlèvements ou aux meurtres qui s'en suivent, mais c'est le fait qu'il n'y a pas d'enquête, et quand il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas non plus de contact avec la famille. Et donc, on a développé, alors sur base de la suggestion que tu faisais, on a alors développé l'article 3 en disant c'est l'absence d'enquête et de contact avec la famille qui constitue l'élément central de la violation de l'article 3. Moi, je m'étais dit que les Nations Unies allaient, ou de suite le SRSJ allait nous dire ça, c'est pas possible, ça ne va pas. Non, c'est passé comme une lettre à la poste. C'est passé comme une lettre à la poste, et donc on a développé alors cette jurisprudence au regard de l'article 3 dans les limites que j'indique. Autre élément aussi sur lequel alors on avait plus d'ouverture, mais là-dessus, pour l'instant, il y a un petit contentieux, et je verrai le mois prochain ce que ça va devenir, prise en compte de la situation des femmes. Parce que la situation des femmes dans les disparitions forcées, dans les enlèvements et dans les détentions, c'est quand même quelque chose auquel il faut être attentif. Et on a eu une affaire Kostic contre les Nations Unies, contre l'UNMIC. On a rendu une opinion, parce que le texte que l'on fait, c'est des opinions, ce n'est pas des arrêts. On a effectivement appliqué la Convention sur l'élimination de toutes les discriminations à l'égard des femmes. Parce qu'il y avait une question de détention arbitraire qui était évidente, et une durée qui avait été longue. Et alors, en appliquant la Convention sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes et la communication générale sur l'accès des femmes à la justice, qui a été faite par cette Convention sur la discrimination au mois de juillet dernier, on s'est dit, voilà, c'est le moment ou jamais de peut-être montrer qu'une détention qui se prolonge par rapport aux femmes peut couvrir effectivement des situations d'abus sexuels. Et donc, on a appliqué l'article 5 de la Convention sur le plan
la Convention européenne sur le plan procédural, mais en y ajoutant les exigences de la CIDO. Alors là-dessus, ça je l'ai appris hier, donc on envoie nos opinions au secrétaire général, qui d'habitude, voilà, il n'en fait rien, mais ne réagit pas non plus, mais cette fois-ci, il réagit. Donc 4 pages de commentaires, que je n'ai pas encore tout lu, donc je ne peux pas vous le dire, dans lequel il dit, là vous allez trop loin, tatati, tatata. Donc voilà, je vais voir maintenant, sur ce point-là, ce que ça va donner. Alors l'héritage du panel, 2 petites choses. Voilà, je crois que l'héritage du panel, c'est le fait qu'il existe. C'est le fait qu'il existe, que tout d'un coup, bien, quelque chose s'est mis en place. Second élément de l'héritage, on peut dire, parce qu'il va se terminer en juin de cette année, d'appliquer pour le panel un large corpus d'instruments internationaux, de pouvoir appliquer ce large corpus et de manière tout à fait large, avec l'ensemble de ces conventions onusiennes, qui me semble, moi, vraiment importante. Les limites, on les voit très bien. Ce panel a été créé contre la volonté des Nations Unies, soyons clairs. Donc, il a été créé de manière réactive. C'est le Conseil de l'Europe qui a un peu forcé la main. Et donc, une pression a dû être exercée. Et alors, on voit la restriction en ce qui concerne la juridiction et la compétence exclusivement consultative et des recommandations. Et dans les recommandations, on dit de manière très, très classique. On dit, d'une part, il faut que les Nations Unies, l'UNMIC, expriment ses regrets et s'excuse, les apologize, il faut s'excuser, et puis il faut une compensation. Alors exprimer des regrets, ça marche toujours. L'apologize, rien du tout. Rien du tout. Donc dire qu'effectivement c'est inadmissible et qu'on s'excuse, là le secrétaire général n'en veut pas. Quant aux compensations, ça c'est non, de non, de non. Et donc là, il y a vraiment un blocage énorme. Il y a eu une affaire toute récente où ce sont des avocats anglais qui étaient, parce qu'il n'y a quasiment jamais d'avocats, mais dans une affaire importante, il y avait des avocats anglais. Comme vous savez, les avocats anglais, ils sont vraiment assez exceptionnels. Et alors, ils envoient toute une lettre au secrétaire général et intelligemment, ils disent, tiens, au Mali, il y a aussi eu des problèmes tout récemment en 2015. Il dit, au Mali, il y a eu des problèmes. Il y a eu effectivement des enquêtes qui ont été menées. Et alors, ces avocats anglais, j'avoue que je les admire, il dit, ben là, pour le secrétaire général, il a quand même exprimé non seulement ses regrets, mais ses excuses. Et non seulement le secrétaire général Ban Ki-moon a fait exprimer, mais il a dit aussi qu'il fallait des compensations. Et là, ces avocats anglais disent, maintenant, au Kosovo, vous êtes prêts de faire la même chose. Vous êtes prêts de faire la même chose. La question des réparations est une question qui, jusqu'à présent, est bloquée de chez bloquée. Mais voilà, qu'est-ce que le secrétaire général va répondre à cette lettre extrêmement polie, comme les Anglais peuvent faire, mais to the point. Voilà, pardonnez-moi, j'ai été un peu long, j'espère ne pas trop développer.